Avec 4 minutes durables, vivons éco-citoyens. Éco-citoyens, éco-citoyennes, salut. Tout commence le lundi 5 juin 1972. Ce jour, les Nations Unies ont organisé une conférence mondiale appelée Conférence de Stockholm sur l'environnement. Au sortir de cette conférence, plusieurs résolutions ont été adoptées. Première résolution, la décision d'organiser chaque 10 ans le sommet décennal de la Terre. Pendant ce sommet donc, les Nations Unies ont décidé d'évaluer la capacité de la Terre à produire les ressources consommées. Voilà pourquoi en 1982, il y a eu un sommet décennal. En 1992, vous vous souvenez du sommet de Rio sur l'environnement et le développement. En 2002, le sommet mondial sur le développement durable. En 2012, il y a eu également un sommet et en 2022, il y aura également un sommet décennal sur l'environnement. Et pendant les sommets, comme j'ai dit, les Nations Unies évaluent la capacité de la Terre à produire les demandes en ressources. La deuxième résolution au sortir de cette conférence, c'est la déclaration de Stockholm. C'est un ensemble de 26 principes édictés par les Nations Unies pour guider leur action dans le domaine de l'environnement. La troisième résolution, c'est la naissance du concept d'éco-développement. Vous avez certainement entendu parler d'éco-développement. Ce terme est né de la conférence de Stockholm. Désormais, tout développement, tout modèle de développement, tout type de développement, pour mériter ce nom, doit prendre en compte le volet environnemental. Donc l'environnement devient ici donc un indicateur de développement. Et la quatrième résolution, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la décision des Nations Unies d'organiser chaque 5 juin la journée mondiale de l'environnement. Aujourd'hui, le 5 juin, on se retrouve à nouveau en train de célébrer la 48e édition de la journée mondiale de l'environnement. Pendant cette journée, il est question de mobiliser, de sensibiliser le grand public et les différents acteurs sur la nécessité de protéger l'environnement. Bonjour monsieur. Oui monsieur, bonjour. Ok, aujourd'hui nous célébrons la journée mondiale de l'environnement sur le thème de la biodiversité, source de préoccupation à la fois urgente et existentielle. Quand on lit cette thématique, il y a un contenu latent qui apparaît à l'esprit, c'est la perte de la biodiversité. Et qu'en tant qu'association qui mobilise à la protection de cette biodiversité, on s'interroge davantage sur les causes liées à cette perte. Et parmi les causes, il y a l'étalement urbain qui vient en jeu, l'agriculture qui vient en jeu, l'industrialisation qui vient en jeu. En tant que personne du domaine, quel est selon vous l'impact de l'agriculture sur la perte de la biodiversité? Merci. Et il faut noter que la question sur la biodiversité aujourd'hui, c'est une question très importante. C'est une question existentielle, comme vous l'avez si bien dit. Et de nos jours, le problème c'est que le monde est quitté de l'agriculture d'autoconsommation à l'agriculture commerciale. Et qui dit l'agriculture commerciale relève de l'aspect de l'utilisation des produits chimiques. Ici, on fait allusion aux intrants, comme les pesticides, les engrais chimiques, les fongicides. Tous ces produits contribuent à la destruction de la biodiversité. Avec ces produits, la biodiversité aujourd'hui est menacée. Si ces produits contribuent à la destruction ou à la perte de la biodiversité, comme vous le dites bien, est-ce qu'il y a une solution, est-ce qu'il y a un moyen palliatif pour qu'une agriculture qui puisse limiter la perte de la biodiversité? Est-ce qu'on peut faire mieux? Comme dans toute chose, il y a une solution. Concernant donc la perte de la biodiversité due à l'agriculture, il faut tout d'abord la responsabilité sociétale des agriculteurs. Ceci pour dire que l'agriculteur, avant de mettre sur pied l'agriculture, bien évidemment l'agriculture industrielle, doit tout d'abord se poser des questions. Est-ce que ce que je suis en train de faire est compatible aux normes environnementales? Il faut tout savoir. Comme solution, il faut la mise sur pied d'une agriculture durable, une agriculture qui est responsable et raisonnable
surtout tenable. Ok, vous parlez de l'agriculture durable. Justement, venons-en là. C'est quoi l'agriculture durable? Pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce concept, pour les agriculteurs qui sont au village, quand tu dis agriculture durable, le concept est nouveau. Comment pourront-ils saisir ce concept? C'est quoi l'agriculture durable? L'agriculture durable, d'après l'auteur Gibbs, c'est une agriculture économiquement viable, c'est une agriculture socialement équitable et environnement sain. Ceci pour dire que l'agriculture durable, c'est une agriculture qui prend en compte tous les aspects de la vie sur Terre, tant dans le domaine économique, dans le domaine social, mais aussi environnemental. Est-ce que vous ne pensez pas que l'agriculture durable soit un luxe pour l'Afrique et pour le Cameroun? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est réservé pour les pays industrialisés? Est-ce que l'agriculture durable ne demande pas plus de moyens par rapport à l'agriculture industrielle? L'agriculture durable nécessairement ne prend pas trop en compte l'aspect financier, mais plus l'aspect de bien-être. Mettre sur pied l'agriculture durable, c'est juste il faut être informé que hors de l'agriculture industrielle, il y a aussi l'agriculture durable. D'ailleurs, l'agriculture durable, ici au Cameroun, les potentialités sont là, les enjeux sont là. Mettre sur pied l'agriculture durable, juste mobiliser les ressources. Par exemple, si on pose la question à un agriculteur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait des déchets issus de l'agriculture? Certainement, il va vous dire qu'il brûle ailleurs. D'ailleurs, on peut transformer cela en compost, qui est d'ailleurs un engrais biologique. Justement, on parle de la préservation, de l'urgence, de la conservation de la biodiversité ce jour. Et on fait la promotion de l'agriculture durable comme étant un moyen nécessaire à cette prévention. Selon vous, agriculture durable et biodiversité, comment réconcilier ces deux termes? Justement, forcément, il y a un lien, il y a un rapport entre l'agriculture durable et la biodiversité. Si on revient à l'agriculture industrielle, qu'on relève aujourd'hui ses impacts, je prends l'exemple de l'animal qui passe à côté de la mise sur pied de l'agriculture industrielle. Il peut en consommer ces produits et tout de suite, l'animal peut être pris par l'intoxication due à ces produits. Et là, de nos jours, la viande est devenue un luxe. L'être humain peut prendre l'animal et en consommer. Et là, forcément, il y aura à la fois la perte en vie de cet animal et aussi de l'être humain. Pour remédier à cela, nous avons parlé de l'agriculture durable. L'agriculture durable prend en compte les aspects biologiques. C'est-à-dire, on n'utilise pas les produits chimiques, mais plutôt les produits biologiques qui n'ont pas des effets sur l'homme, mais aussi sur les animaux. Si je comprends bien, c'est la manière dont l'homme utilise ou la manière dont l'homme pratique l'agriculture qui pose problème. En utilisant par exemple les intrants agricoles comme les engrais, les pesticides, ces pesticides ont un impact sur le sol, sur la biodiversité. Et pour répondre à cette question, j'aime toujours dire que l'agriculture en elle-même n'est pas un problème, mais c'est de la manière dont les êtres humains pratiquent l'agriculture. Comment pratiquer l'agriculture? C'est une question vraiment primordiale. Pratiquer l'agriculture nécessite une sensibilisation. Tu te sensibilises toi-même. Ce que je fais, est-ce que c'est compatible à l'environnement? Est-ce que c'est compatible à la santé humaine? Est-ce que c'est compatible à la biodiversité? C'est les questions que l'agriculteur doit d'abord se poser avant de mettre sur pied l'agriculture. Aujourd'hui, nous savons ce qui se passe dans la région septentrionale du Cameroun. Il y a la sécheresse, il y a l'avancée du désert et bien d'autres choses. Cette sécheresse, cette avancée du désert a un impact sur la perte de la biodiversité. Qu'est-ce que vous dites? Quelles sont les solutions d'après vous? Bon, concernant la partie septentrionale du Cameroun, il faut tout d'abord savoir que cette région subit des contraintes d'ordre climatique. Il pleut là-bas pendant 3 mois et les 8 autres mois, c'est la saison sèche. Et à cela s'ajoutent les activités anthropiques, c'est-à-dire l'agriculture. Maintenant, ce qu'il faut à cette région, c'est l'agriculture responsable. Je parle de l'agriculture responsable pour dire que... Est-ce que vous pensez que le feu de brousse que ces gens utilisent pour pratiquer leur agriculture soit à l'origine de cette avancée du désert ou soit à l'origine de cette sécheresse? Justement,
L'agriculture, n'est-ce pas, durable, bien évidemment, prend en compte tout ce qu'on brûle pour en faire plutôt un compost. Vous posez la question pourquoi les gens brûlent. C'est parce que, n'est-ce pas, l'agriculture a pris aujourd'hui de l'ampleur. Les gens propagent, les gens améliorent les choses. Les gens estendent, il y a l'extension des parcelles de nos jours. Et forcément, pour collecter tous ces déchets, fait problème, par conséquent, on les brûle. Alors qu'en retour, on peut donc emmagasiner tout ceci pour en faire le compost. Quelle est selon vous la place de l'opération du projet Sahel Vert dans la restauration de la biodiversité septentrionale du Cameroun? L'opération Sahel Vert, c'est une opération à applaudir. Cette opération vient pour remédier donc à ces contraintes climatiques. Il faut savoir, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie. C'est quoi l'agroécologie? L'agroécologie, c'est la mise sur pied des plantes écologiques dans la mesure de réduire les effets du changement climatique à un endroit précis. Revenons-en à l'opération Sahel Vert. L'opération Sahel Vert, c'est une opération, parce que de nos jours, on se rend compte que dans la région du Nord, par exemple à Garoua, on remarque que le désert ne fait qu'augmenter vers Ngandéri. Et cela est dû non seulement aux contraintes climatiques, mais aussi aux activités anthropiques. Vous venez de soulever tout à l'heure l'effet de brousse. Ce sont ces actions anthropiques qui contribuent également au réchauffement climatique. Ça veut dire, si je comprends bien, c'est l'homme même qui est à l'origine de la perte de la biodiversité. C'est l'homme le problème. Justement, d'après l'Organisation des Nations Unies, les activités anthropiques, précisément l'agriculture, contribuent à 5% chaque année de l'émission de méthane dans l'atmosphère. Et le méthane, on connaît très bien, c'est un gaz à effet de serre. Et ceci participe donc à la destruction de la couche d'ozone. Et ça amplifie donc le changement climatique. Oui, monsieur, pour terminer, qu'est-ce que vous dites à ces éco-citoyens qui nous regardent, à ces agricultures qui nous regardent et qui veulent davantage se lancer dans l'agriculture durable dans le but, en leur façon de contribuer à la protection, à la préservation, à la conservation de cette biodiversité qui est aujourd'hui en voie de disparition? Qu'est-ce que vous leur dites? Pour conseiller les éco-citoyens, je félicite d'ailleurs la mise sur pied de l'éco-citoyen. Quand on entend éco-citoyen, ça relève tout d'abord de l'aspect écologique. Et maintenant, pour la mise sur pied de l'agriculture durable, il faut d'abord que les éco-citoyens relèvent tout d'abord l'aspect consultatif. Il faut donc qu'ils se renseignent. Je veux mettre sur pied l'agriculture durable. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut d'abord l'aspect consultatif. Et en cela, il faut également la responsabilité. Ce que j'appelle d'ailleurs la responsabilité sociétale de l'agriculture. C'est-à-dire, l'éco-citoyen doit d'abord se poser la question, est-ce que ce que je veux faire, est-ce que ça respecte les normes environnementales? Ce que je veux mettre sur pied, est-ce que ça a de rapport avec les principes de développement durable, c'est-à-dire le respect strict, non seulement de la santé humaine, mais aussi de l'environnement. Et on se rend compte, quand vous parlez de l'agriculture durable, que cette agriculture concerne simplement le volet environnemental, le volet social, culturel, économique n'est pas mis en jeu. Et ici, on lit se nourrir en protégeant la terre, notre mère. Qu'est-ce que ça signifie? Justement, ça c'est le slogan de notre association, Association des jeunes pour la promotion de l'agriculture durable et du développement social. De nos jours, les gens s'intéressent beaucoup plus à ce qu'on voit. Par exemple, la tomate sur le marché, concombre sur le marché, tout ceci. Mais la personne qui en consomme ne s'en rend pas compte que comment on a fait pour produire cela. Est-ce que ce que l'agriculteur fait pour que le produit arrive au marché a vraiment respecté les normes environnementales? C'est la question que le consommateur doit se poser. Et à cela, le consommateur lui-même peut passer par l'aspect de sensibilisation. Il peut donc dire au vendeur que est-ce que la tomate que je suis en train de payer, ça a respecté vraiment les normes environnementales? C'est-à-dire, quelle est la quantité des intrants que vous avez mis pour produire la tomate? Est-ce qu'en produisant la tomate, vous avez utilisé les pesticides? Est-ce qu'en produisant la tomate, vous avez utilisé les fongicides? C'est ceci qui a donc fait en sorte que nous avons pensé mettre sur pied le slogan-ci, se nourrir en protégeant la terre, notre mère. La terre est notre mère. La terre ne doit pas être une ressource irréversible.
En somme, on retient qu'il faut promouvoir une agriculture qui soit compatible avec le volet social, économique, culturel et environnemental. Et cette agriculture, c'est l'agriculture Durable. En somme, l'agriculture durable, c'est... L'agriculture durable, c'est l'agriculture responsable. C'est l'agriculture responsable, c'est l'agriculture tenable, c'est l'agriculture raisonnable, qui prend en compte tous les aspects de la vie. C'est l'agriculture qui prend en compte les besoins des générations futures. Justement. Merci monsieur d'avoir répondu à nos questions. Merci bien. Ceci est une contribution de l'organisation Les Éco-Citoyens du projet 4 minutes durables dans la célébration de la Journée mondiale de l'environnement du 5 juin 2020 sur le thème biodiversité, source de préoccupations à la fois urgentes et existentielles. With 4 Sustainable Minutes, vivons éco-citoyens. À bientôt. Avec 4 minutes durables, vivons éco-citoyens.